Donc là, il est 18h51 et je suis rentrée après avoir été faire quelques petites courses et mon petit jogging et installé là pour faire ma petite demi-heure de vélo. Avant, j'ai un appel téléphonique à passer, mais après enchaîner sur différentes interventions que j'ai menées. Donc, je suis en train de regarder une émission, un documentaire assez intéressant sur l'Italie d'aujourd'hui et qui aborde la question également de l'immigration. Donc c'est assez intéressant, mais de toute façon l'Italie là actuellement est vers l'extrême droite, mais je pense que les Italiens sont plus excédés par le flux d'immigration et les difficultés de leur gouvernement à pouvoir gérer justement ce flux d'immigration. Avec le poids de l'euro, c'est sûr que ça cristallise les crispations. Donc voilà. Le plus important pour moi, c'est que personne ne me commande. Je travaille avec des gens de mon pays. Ils sont devenus mes amis. Et on peut discuter ensemble. On se comprend. Et on prend toutes les décisions ensemble. C'est le temps d'une courte pause, avant de reprendre un travail qui ne leur laisse que peu de répit. C'est jour de livraison, et il faut préparer les commandes, de semaine en semaine plus nombreuses. C'est sûr que l'organisation, c'est notre gros problème, parce qu'on doit être sur tous les fronts. On est partout, on travaille sur plusieurs champs en même temps. La terre ne manque pas, par contre, on n'a pas assez de matériel. Nous n'avons pas encore tous les outils en dehors du tracteur que vous avez vu. Il manque du matériel pour travailler la terre, du genre semeuse. Une semeuse, ça diviserait notre travail par deux. Depuis le confinement, les demandes de livraison ont plus que triplé. Les Romains, claquemurés dans leur domicile, en oublient les slogans anti-migrants de Salvini pour se régaler de savoureux yaourts et de légumes bio au parfum d'Afrique. Tchèque est encore un peu perdu dans les rues de la capitale, mais il savoure, comme ses frères des champs, son succès en toute humilité et pense déjà à l'avenir. Moi, mon projet est de rentrer au pays, avoir mon entreprise complètement au Sénégal. On parle de sous-développement de l'Afrique, mais c'est nous les émigrés, nous qui savons déjà ce que ça veut dire l'aventure. Si on retourne et raconter aussi le vrai Europe aux jeunes, à nos jeunes frères qui sont là, ils vont croire qu'ils peuvent réussir au pays sans aller dans la Méditerranée ou bien dans le désert. On peut réussir chez nous et aller en Europe comme touriste si on donne l'information aussi à nos jeunes frères qui sont là et essayer d'investir le peu qu'on a de l'investir en Afrique. Un jour ça pourra marcher, on n'aura plus besoin de vivre. Je suis en train de suivre les informations de mon pays parce que moi, personnellement, je sais que je peux partir au pays. Mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, on doit préparer la relève. Même si on doit partir, il doit y avoir une équipe qui va toujours. Et là, ça va rester toujours dans l'histoire. Comme Ismaël, Tchèque et les autres ont emporté un peu de leur terre d'Afrique sous leurs souliers. Et ils savent aussi qu'un jour, ils retourneront là-bas, en ayant réussi à écrire une histoire, une belle histoire, celle des Barikama.
ce documentaire. Celui-ci. Manifestation à Barcelone contre la fermeture d'une usine automobile. En pleine pandémie de Covid-19, la pire crise de l'histoire de l'Union européenne, le spectre du chômage de masse plane sur l'Espagne. Ça a été un coup dur, parce que la fermeture touche beaucoup de gens. C'est 25 000 familles qui sont concernées. Pour enrayer la catastrophe économique, l'Union européenne compte sur un vaste fonds de relance de 750 milliards d'euros. Mais le financement de ce plan divise les pays membres. Il y a eu des moments où effectivement c'était très difficile. Il y a eu des moments où on était proche de la rupture, proche de l'échec. Mais la crise n'attend pas. Elle détruit des vies. Si on échoue, c'est l'Europe qui échoue, avec des conséquences économiques dramatiques et incalculables. Les eurodéputés font de la résistance. Pour eux, la démocratie est menacée au sein de l'Union. L'Europe, ce n'est pas un distributeur de billets. L'Europe est une communauté de valeurs. L'Union européenne parviendra-t-elle à surmonter la crise ? Nous sommes à Venise, au début du mois de juillet. La dernière phase de déconfinement est terminée depuis quelques semaines. Le tourisme s'est effondré. Cristina Sfriso est souffleuse de verre. Elle n'a rien vendu depuis des semaines. Sur l'île de Murano, où sont installées les verreries, la vie est à l'arrêt. À Murano, après 4 mois de Covid, tout le monde est triste, déprimé, épuisé. On n'est pas habitué à voir si peu de vie sur notre île. Normalement, il y a beaucoup de touristes, énormément de gens. Les rues sont très gaies. Voilà l'état d'esprit de Murano en ce moment. Cristina arrive au bout de ses économies. Nombre de ses confrères sont encore plus mal lotis. Il y a quelques jours, un de ses anciens camarades d'école, héritier d'une longue lignée de souffleurs de verre, s'est donné la mort. Il était criblé de dettes. On ne pouvait pas l'aider financièrement, parce qu'on se battait déjà tous pour rester à flot. Il n'arrivait plus à nourrir sa famille. Il s'est retrouvé complètement dépassé par la situation. Pour lui, demander la charité, c'était quelque chose d'impensable. Il ne l'avait jamais fait de sa vie. Alors il a pris la décision d'en finir. Et il laisse une famille sans père. Au début du confinement, le gouvernement italien avait annoncé qu'il viendrait en aide à tous ceux qui en avaient besoin. Il était question de milliards d'euros. Aujourd'hui, les souffleurs de verre sont à court d'argent. Il leur faut rapidement un soutien financier. Pendant que je discute avec vous, ça continue de tourner. Je consomme plus de 100 € par jour de gaz. Les fours chauffent en permanence parce qu'on ne peut pas les éteindre et les rallumer comme ça. Quand on les met en marche, il faut une semaine pour les faire passer de 0 à 1400 degrés. Ensuite, on ne les éteint plus tant que le creuset résiste. Et ça peut durer 6 mois. Les employés de Daniele Mazzucato attendent depuis des mois l'indemnité de chômage partiel. Nul n'a vu la couleur du soutien promis par l'État. Zéro. Je n'ai rien eu. Ni à titre individuel, ni pour l'entreprise.
Je travaille depuis 38 ans. J'ai commencé mon activité en 1982. J'ai demandé 600 euros et on me les a refusés. Ils ont promis 25 000 euros aux chefs d'entreprise et après ils te disent que ce n'est pas possible, que tu ne remplis pas les conditions pour bénéficier de l'aide. Ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne rien te donner. La bureaucratie italienne a échoué dans sa mission. Les citoyens sont désabusés. Je n'ai pas d'État. Je ne reconnais pas cet État. Je ne reconnais pas ce gouvernement. S'il était digne de ce nom, il agirait en bon père de famille. Mais notre État ne sait pas ce dont nous, ses enfants, nous avons besoin. La colère gronde. L'extrême droite, réunie autour de Matteo Salvini, tente de surfer sur la vague du mécontentement. En Italie, des millions de personnes attendent depuis des mois une aide de l'État qui ne vient pas. Il y a énormément de gens qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent pas payer leur loyer et qui se retrouvent en grande difficulté face à leurs propriétaires. Les politiciens ne font que parler, parler et rien ne se passe. Matteo Salvini profite de la situation pour critiquer l'action du gouvernement. E vi chiedo un applauso per quegli imprenditori che hanno pagato loro la cassa integrazione ai dipendenti e ai collaboratori, per quei professionisti, per quegli artigiani, per quei commercianti, per quelle partite IVA massacrate dallo Stato che fanno meglio dello Stato. La nostra Italia sarà un'Italia piena di gru, di cantieri, di lavori, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie. Giorgia Meloni, la chef de file de Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, participe également au meeting. Buongiorno a tutti, grazie! Le parti est souvent qualifié de post-fasciste. Noi chiediamo libertà. Libertà di pensiero, libertà di voto, libertà di impresa, libertà di lavoro, libertà di rivendicare il nostro orgoglio nei confronti di una Europa che racconta sempre un'Italia che non esiste. Grazie! Désigner l'Europe comme l'ennemi, mère de tous les maux. La stratégie a fait ses preuves en temps de crise. L'Union européenne, vous voulez mon avis? C'est au revoir. Si ça ne tenait qu'à moi, on en sortirait dès demain. On n'a pas besoin de cette dame-là. Comment s'appelle-t-elle déjà, l'allemande? On veut être libre. Bruxelles, juillet 2020. Plus que jamais, on craint la montée en puissance des voix contestataires. Le Brexit a déjà fragilisé l'édifice européen. Charles Michel est le président du Conseil européen, l'institution qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres. La pandémie a empêché le Conseil de se réunir physiquement. Mais l'urgence est là. Moi, je sais très très bien que les faillites d'entreprises, que les difficultés économiques qui sont la conséquence de Covid-19, elles vont amener des familles à ne plus pouvoir payer le loyer. Elles vont amener des familles à avoir du mal à boucler la fin du mois. Et c'est pour cela que nous avons la responsabilité d'agir vite. Il faut rapidement venir en aide aux pays qui ont été le plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, comme l'Espagne et l'Italie. Les économies de l'Europe sont interdépendantes. On ne peut pas laisser des pays de cette taille en situation de faillite. Dans cette configuration, il est illusoire de croire que le chacun pour soi peut fonctionner. J-2 avant le Conseil européen extraordinaire du 17 juillet. À l'occasion du sommet, les chefs d'État et de gouvernement vont enfin se réunir physiquement. Johannes Hahn, le commissaire au budget, enchaîne les visioconférences. Ici, avec le ministre grec délégué aux affaires étrangères. We don't have the luxury to postpone this discussion and this negotiation forever. I think that the markets are pressing. It should help those companies which face solvency problems
and this might occur already in the last quarter of this year. Time is of essence. L'objet des négociations est un gigantesque fonds de relance, l'instrument de la Commission pour lutter contre la crise. L'enjeu, c'est de faire adopter ce budget spécial de l'Union européenne, le Next Generation EU, d'un montant de 750 milliards d'euros, répartis en 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. D'abord parce que c'est un instrument qui garantit que les réformes nécessaires seront effectivement mises en œuvre. Et ensuite, parce qu'il permettra de mettre en place rapidement la réparation des dommages causés par la crise, tant dans le secteur de la santé que dans le secteur économique. Johannes Hahn est commissaire européen depuis plus de 10 ans. Depuis 2019, il est en charge du budget. Le plan de relance qui doit être négocié lors du sommet introduit un principe révolutionnaire. Pour la première fois, l'Europe va lever une dette commune. Un sujet longtemps tabou, surtout pour l'Allemagne. Johannes Hahn soutient le projet. C'est l'objet de sa conférence de presse en ligne. Pour lui, c'est le seul moyen de sortir de la crise. Ein Beschluss auf europäischer Ebene, wo wir klar machen, wo wir klarstellen, welche Feuerkraft wir zur Hand haben, um auf diese Situation zu reagieren, ist ein ganz wichtiges Signal an die Menschen. Barcelone, mi-juillet. La pandémie a durement frappé l'économie espagnole. En l'espace d'un trimestre, celui du confinement, l'Espagne a perdu 1 million d'emplois. Le produit intérieur brut, l'indicateur qui permet de mesurer la création de richesse, pourrait chuter de 20% sur l'année 2020. Un entrepôt de la Banque dels Aliments, dans les environs de Barcelone. L'association caritative, comparable au Resto du Cœur, n'a jamais reçu ni distribué autant de dons alimentaires. 40% de plus que pendant la crise financière de 2008, selon Sabine Hindersin, chargée du recrutement des bénévoles. La situation est bien pire qu'en 2008. À l'époque, c'était uniquement une crise financière. Cette fois, il y a la crise sanitaire qui s'ajoute à la crise économique. Et ce n'est qu'un début. On n'est pas du tout au bout de la pandémie. On va voir arriver une crise sociale. Pour l'instant, on joue les pompiers. On éteint les incendies. Mais les vrais problèmes sont encore à venir. En juillet, la Banque alimentaire a nourri 160 000 personnes à Barcelone. Antonio Ruiz vient régulièrement avec ses enfants dans l'une des 362 antennes de l'association. Serveur de profession, il a perdu son emploi dès le début de la crise. Son restaurant a dû fermer. Sa femme est également au chômage. Je viens ici depuis le début de la pandémie, parce qu'on s'est retrouvés sans travail. On n'a plus aucun revenu, ma femme et moi. Mais on a 3 jeunes enfants. Tous les problèmes s'accumulent. On risque l'expulsion parce qu'on ne peut plus rien payer. Et on n'a plus de rentrée d'argent. Le gouvernement a imposé un moratoire sur les loyers impayés, interdisant l'expulsion des locataires jusqu'à la mi-septembre. Antonio ne pense pas pouvoir retrouver un travail d'ici là. Il ne voit pas d'issue. Ça me fait pas plaisir de venir ici, mais j'ai pas le choix. Il faut que mes enfants mangent. J'en ai 3. Qu'est-ce que je dois faire? Remplir un chariot au supermarché et m'enfuir sans payer? On n'a pas le choix. Et puis le travail, il y en a plus. Qui va m'en donner? La pandémie touche
touchent avant tout les plus démunis, comme lors de la crise de l'euro. Il y a plus de 10 ans, l'effondrement de nombreuses banques a mis à genoux l'économie européenne. La Grèce a été particulièrement touchée. Oh, là, il me 5% Le de chômage et le batterie. nombre de sans-abri ont Je vais explosé. raccrocher. Beaucoup de manifestations ont tourné à l'émeute. La Grèce ne s'est toujours pas totalement remise sur le plan économique. Il est particulièrement intéressant ce documentaire, Selon la puisque journaliste là en économique l'occurrence Monique il aborde l'Italie, l'Espagne et le Portugal les conséquences sont de dans la la crise même situation. sanitaire sur le plan européen et sur les pays les plus au risque de l'Europe. Celui qui a été le plus touché et de loin, c'est la Grèce. Le PIB a chuté de 28% au cours de cette période. C'était du jamais vu en temps de paix et du jamais vu dans le monde. J'ai La posé Troïka, ça. composée de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, lui a imposé une cure d'austérité drastique. Pour beaucoup de Grecs, la chancelière Angela Merkel est le symbole de la politique de rigueur imposée par la Troïka. À leurs yeux, c'est elle qui a causé la ruine du pays et celle d'innombrables existences. La recette de la Troïka, faire des coupes dans le budget pour permettre à l'économie de repartir sur des bases saines, s'est soldée par un échec en Grèce. Il est très clair que si on reproduit les erreurs de la crise financière, si on permet une fois de plus que des pays qui n'y sont pour rien s'appauvrissent, ce n'est pas seulement l'euro qui va exploser, c'est l'Union européenne. 17 juillet. Après 2 mois de préparatifs, le Conseil européen extraordinaire va commencer. Jean Quatremer a couvert plus de 60 sommets. Et celui-ci promet de durer. L'Europe, c'est 27 États membres, 27 traditions politiques, 27 traditions juridiques, 27 histoires différentes. Donc forcément, il y aura un compromis. Imaginez que les États-Unis d'Amérique soient dirigés par les 50 gouverneurs des États fédérés qui se réunissent 4 fois par an pour tout décider à l'unanimité. Est-ce que vous croyez une seconde qu'il y aura une puissance américaine? Vous croyez que le gouverneur de l'Arizona ne défendrait pas les intérêts nationaux de l'Arizona contre ces feignants de Rhode Island, par exemple? Ça serait exactement le même spectacle. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles depuis le début de la crise de la Covid-19. La France et l'Allemagne appellent de leur vœu la levée d'une dette commune. Mais cela ne se fera pas sans compromis. La volonté de compromis ne saurait nous faire renoncer à l'ambition légitime que nous devons avoir. Mais ces compromis, je le dis très clairement, ne se feront pas au prix de l'ambition européenne. Pas pour le principe, mais parce que nous sommes face à une crise qui est inédite sur le plan sanitaire, économique et social, parce que nos pays en ont besoin et l'unité de l'Europe en a besoin. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, espère un accord rapide, tout comme Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Hablando con todos los líderes políticos, hablando también, sobre todo con aquellos países menos receptivos, vamos a decirlo así, a la posición de la Comisión, a la propuesta de la Comisión de las transferencias que defiende España. Pedro Sánchez vise notamment Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas. Le chef de file du groupe des pays dits frugaux pose ses conditions. If the South is needing help from other countries in terms to cope with the crisis, I understand that, because there is limited scope to deal with that financially themselves, then I think it is only reasonable for us to ask for a clear commitment to reforms. L'Autriche fait également partie des 4 frugaux, avec le Danemark et la Suède. Leur inquiétude majeure, c'est précisément cette levée d'une dette commune. Selbstverständlich wollen wir den Staaten helfen, die am stärksten
von der Corona-Krise betroffen sind, die teilweise unverschuldet, teilweise vielleicht auch verschuldet, aber warum auch immer, hier in einer schwierigen Situation sind. Aber es muss sichergestellt sein, dass es ein einmaliges Projekt ist und kein Weg in eine Vergemeinschaftlichung von Schulden in Richtung einer Schuldenunion. La Commission défend une toute autre ligne. Je ne comprends pas ce terme d'union de la dette. Regardons cette crise. Que va-t-il se passer si on ne fait rien? Nous allons nous enfoncer dans la crise économique. Les pays vont contracter des dettes phénoménales. Nous serons confrontés au chômage de masse. Des entreprises saines vont péricliter. Le combat s'engage. Nord contre Sud, opposants contre partisans de la dette commune. La France plaide depuis longtemps pour cette possibilité. À présent, elle a l'Allemagne à ses côtés. Pour les 4 frugaux, la question de la dette commune reste un tabou. On négocie, on échafaude des tactiques. Où se situe la ligne rouge? Il y a une psychologie de la négociation. On ne dit pas avant un tel sommet sur quel point on est prêt à faire des compromis. Certains attaquent bille en tête, d'autres agissent plutôt en médiateur. Mais je ne crois pas que le chef du gouvernement néerlandais ait envie d'apparaître comme le responsable de l'échec de ces négociations. Ce n'est bon pour personne, et certainement pas pour les Pays-Bas. Au bout de 2 jours, première victoire. Les 4 frugaux acceptent le principe d'une dette commune. Reste à se mettre d'accord sur son montant. Les négociations sont au point mort. On parle déjà d'un second sommet après la pause estivale. Ce serait un signal terrible pour l'économie, surtout en Espagne. Peu avant le confinement, Nissan a annoncé la fermeture de son site de Barcelone. Le constructeur automobile est l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois de la région. Les organisations syndicales ont appelé à une grève illimitée. Nissan ne soutient pas son usine de Barcelone. Ils profitent de la crise parce qu'ils se disent que ça fera moins de remous. Ils pensent qu'on ne pourra pas manifester ou alerter le public. Ils trouvent que c'est le meilleur moment pour nous mettre au chômage parce qu'il n'y aura pas l'impact médiatique qui pourrait nuire à l'image de la marque. La direction se défend de tirer parti de la situation et plaide la nécessité économique. Elle n'a pas souhaité nous accorder d'entretien. Mais il y a encore peu, le constructeur disait vouloir augmenter sa production. Les ouvriers luttent depuis près de 3 mois pour leur avenir. Au-delà des 3000 ouvriers du site de production, c'est toute la chaîne des sous-traitants qui est menacée. Cette annonce a été un coup dur, parce que la fermeture touche beaucoup de gens. C'est 25 000 familles qui sont concernées. Mais ça nous a aussi donné la force de nous battre et de tenter de changer les choses. Les membres du comité d'entreprise sont particulièrement amers. Ces dernières années, Nissan a touché des millions d'euros de subventions. Ils ont reçu énormément de subventions, environ 145 millions en tout. C'est l'argent du contribuable. Ils en ont touché de la Catalogne et de l'État espagnol. Et maintenant, ils partent avec comme des voleurs. Soi-disant, on ne serait pas compétitif. C'est complètement faux. Mais ils s'en fichent de la vérité. Les ouvriers savent qu'ils risquent de tout perdre. No os preocupéis que estoy en buenas manos. ¡Ánimo y Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! ¡Nissan no se cierra! Bruxelles, 3e jour du sommet. Les négociations menacent toujours d'être rompues.
Le fonds de relance pourrait n'entrer en vigueur que début 2021. Ce serait un revers pour les Allemands qui occupent la présidence tournante du Conseil pour ce semestre. Et un signal désastreux pour les 450 millions de citoyens européens. Guten Morgen. Wir gehen heute in den dritten Verhandlungstag und es ist sicherlich der entscheidende. Die verschiedenen Themen, Größe des Fonds, die Art der Steuerung und auch die Fragen der Rechtsstaatlichkeit sind jetzt gut aufgearbeitet. Ob es zu einer Lösung kommt, kann ich nach wie vor nicht sagen. Es gibt viel guten Willen, aber es gibt auch viele Positionen. La question du respect de l'état de droit prend de plus en plus de place dans les débats. Pour recevoir des fonds de l'Europe, il faut adhérer à ces valeurs. Les Pays-Bas militent pour la plus grande fermeté en la matière. Viktor Orban monte au créneau. Who are the main fighters? Red Box, the Dutch. Blue Corner, Hungary. So that's so simple. I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary, in his opinion, does not respect the rule of law, must be punished financially. That's his position, which is not acceptable. Rule of law for us is key. So there we need to debate at length what that will look like. But I don't think it is possible to water down further. That's impossible. Angela Merkel et Emmanuel Macron parviennent à ramener tout le monde autour de la table. Vous savez, les sommets, ça obéit à une dramaturgie. On s'énerve, on se fâche, on s'insulte, on se menace, on quitte la salle, les portes claquent, et au final on trouve un compromis qu'après tout le monde va défendre dans son propre pays. Parce que c'est l'intérêt commun. Vous croyez que l'intérêt des Pays-Bas, sérieusement, c'est que l'Italie ou l'Espagne fassent faillite, hein, que l'Italie ou l'Espagne quittent l'Union européenne? C'est quoi le marché néerlandais? Le marché néerlandais, la richesse néerlandaise, c'est le reste de l'Europe. C'est l'euro. Au 5e jour du sommet, le plus long de l'Union européenne depuis 2000, les dirigeants parviennent à un compromis. Les pays fédéraux obtiennent une réduction des subventions au profit des prêts, aux grandes dames des pays du Sud. Quant au principe de respect de l'état de droit, il reste très vague. Il y a eu des moments où effectivement c'était très difficile. Il y a eu des moments où on était proche de la rupture, proche de l'échec. Et dans ces moments-là, il était important